À la sortie de l'école, mes parents sont partis avec les enfants de ma sœur, juste sous les yeux de ma fille. Quand elle a couru vers la voiture, s'attendant à ce qu'on la ramène à la maison, ma mère a baissé la vitre et a dit « Rentre à pied sous la pluie comme un chien errant ». Papa a ajouté « Nous n'avons pas de place pour toi ». Ma fille a supplié « Mais mamie, il pleut à verse et c'est à des kilomètres ». Ma sœur a affiché un sourire narquois depuis le siège passager. Mes enfants méritent un trajet confortable. Puis ils sont partis, laissant ma fille de 6 ans plantée là, trempée et en larmes. Une voisine m'a appelée et je me suis précipitée pour la récupérer. Elle grelottait, le cœur brisé. Ce soir-là, j'ai coupé tous les paiements que je faisais pour eux. Maintenant, ils implorent ma pitié. L'appel est arrivé à 15h47, un mardi. J'étais en pleine réunion budgétaire quand mon portable a commencé à vibrer sur la table de conférence. Le nom de Madame Patterson s'est affiché à l'écran. Elle habitait à 2 maisons de l'école primaire de Meadowbrook, où ma fille Lily était en première année. Mon estomac s'est noué avant même que je ne réponde. Votre petite fille est devant les grilles de l'école sous ce déluge, a dit Madame Patterson, la voix tendue d'inquiétude. Elle est absolument trempée et pleure à chaudes larmes. Je crois qu'il s'est passé quelque chose avec vos parents. J'ai attrapé mes clés et j'ai filé de cette réunion sans un mot d'explication. Le trajet jusqu'à l'école m'a semblé durer des heures au lieu des 12 minutes réelles. La pluie martelait mon pare-brise si fort que les essuie-glaces peinaient à suivre. Je ne pouvais penser qu'à Lily, seule sous ce temps, se demandant pourquoi personne n'était venu la chercher. Quand je suis arrivée à l'école, Madame Patterson tenait un parapluie au-dessus de ma fille. Le sac à dos rose de Lily était complètement trempé, ses cheveux blonds collés à son petit visage. Son petit corps tremblait de froid, et des traînées de boue, semblables à du mascara qui aurait coulé, zébraient ses joues là où elle avait pleuré. Dès qu'elle a vu ma voiture, elle a couru vers moi. « Maman !» Sa voix s'est brisée alors que je la prenais dans mes bras. Elle semblait si petite et si froide contre moi. Mamie et papy m'ont laissée ici. J'ai essayé de monter dans la voiture, mais mamie m'a dit de rentrer à pied comme un chien errant. Mon sang se glaça. « Que as-tu dit ?» Entre des dents qui claquaient et de nouvelles larmes, Lily m'a raconté ce qui s'était passé. Mes parents étaient arrivés à l'heure de la sortie, comme ils avaient accepté de le faire 2 fois par semaine. Lily avait vu leur SUV argenté et avait couru vers lui, excitée de les voir. Mais quand elle a tendu la main vers la poignée, ma mère, Claudia, a baissé la vitre juste assez pour parler. « Rentre à pied sous la pluie comme un chien errant », avait-elle dit avec un geste dédaigneux. Mon père, Raymond, s'était penché depuis le siège conducteur pour ajouter sa propre contribution. « Nous n'avons pas de place pour toi. » Lily les avait suppliés, la pluie traversant déjà sa veste. « Mais mamie, il pleut à verse et c'est à des kilomètres. » C'est alors que ma sœur, Miranda, est apparue sur le siège passager, le visage déformé par ce sourire narquois que j'avais appris à détester au fil des ans. Ses 2 enfants, Bryce et Chloé, étaient assis au sec et confortablement à l'arrière, regardant leur cousine avec des expressions vides. « Mes enfants méritent un trajet confortable », avait dit Miranda avant que mon père ne démarre. Il l'avait laissée là. Ma fille de 6 ans, debout sous un orage, regardant ses grands-parents choisir ses cousins plutôt qu'elle. J'ai remercié Madame Patterson et j'ai installé Lily dans la voiture, mettant le chauffage au maximum. Ses dents n'arrêtaient pas de claquer. J'ai conduit jusqu'à la maison, voyant à peine la route à travers ma rage. L'histoire derrière cette trahison remontait à des années, tissée de schémas que j'avais été trop conciliante pour affronter. Mes parents avaient toujours favorisé Miranda. Elle était la fille cadette, celle qui était restée près de la maison, celle qui leur avait donné des petits-enfants en premier. Quand elle a épousé Quentin il y a 5 ans, ils ont traité cela comme un mariage royal. Mon propre mariage avec David, 3 ans plus tard, a reçu au mieux des applaudissements polis. Mais le favoritisme était une chose. Cette cruauté envers Lily dépassait toutes les limites. Après avoir mis Lily dans un bain chaud et lui avoir fait un chocolat chaud, après avoir séché ses larmes et lui avoir promis qu'elle n'aurait plus jamais à les revoir si elle ne le voulait pas, je me suis assise devant mon ordinateur portable. La fureur qui s'était accumulée pendant le trajet s'est cristallisée en quelque chose de tranchant et de déterminé.
J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à examiner les transactions. Au cours des 4 dernières années, j'avais effectué des paiements réguliers pour soutenir mes parents. Lorsque mon père a pris une retraite anticipée à la suite d'un accident du travail, sa pension n'avait pas suffi à maintenir leur style de vie. J'étais intervenue sans hésiter, parce que c'est ce qu'on fait pour la famille. 2 800 € par mois pour leur prêt immobilier, 750 € de plus pour le crédit de leur voiture. Je couvrais leur prime d'assurance maladie à hauteur de 550 € par mois, les frais de leur association de propriétaires, leurs factures de service public pendant les mois d'hiver, et même leur fichue adhésion au country club pour que ma mère puisse jouer au tennis avec ses amis. Au total, je leur envoyais près de 55 000 € par an. Et Miranda, je la maintenais à flot aussi. Quand l'entreprise de construction de Quentin a connu des difficultés il y a 2 ans, j'avais commencé à aider avec les frais de scolarité de l'école privée de leurs enfants, 11 000 € par enfant et par an. J'ai couvert le leasing de la voiture de Miranda quand elle a voulu passer à un SUV de luxe. J'ai payé pour des vacances en famille auxquelles je n'étais même pas invitée, des voyages où mes parents emmenaient la famille de Miranda dans des maisons de plage et des stations de montagne, tout en prétextant un manque de place quand je demandais à me joindre à eux. Les chiffres dansaient devant mes yeux. Au total, je fournissais près de 85 000 € par an de soutien à mes parents et à ma sœur. De l'argent que j'avais gagné en faisant des heures infernales dans mon cabinet de conseil, grimpant d'analyste junior à directrice senior par pure détermination. Je l'avais fait parce que je pensais que cela faisait de moi une bonne fille et une bonne sœur. Je l'avais fait parce que je voulais que Lily grandisse en voyant ce qu'était le soutien familial. Mais laisser ma fille sous un orage, lui dire de rentrer à pied comme un animal errant, cela révélait ce qu'il pensait vraiment de nous. Mes doigts ont volé sur le clavier. J'ai annulé le virement automatique pour le prêt immobilier de mes parents. Annulé le virement pour le crédit auto prévu la semaine suivante. Je les ai retirés comme bénéficiaires de mes comptes. J'ai rédigé un email à la compagnie d'assurance pour me retirer en tant que titulaire de leur police de santé. J'ai contacté l'école privée des enfants de Miranda et les ai informés que je ne couvrirais plus les frais de scolarité. Chaque lien financier que j'avais avec mes parents et Miranda, je l'ai sectionné. Le processus entier a pris moins de 30 minutes. Avant de terminer pour la nuit, j'ai consulté mes archives des 4 dernières années. Je voulais voir exactement combien je leur avais donné. Le tableur que j'ai créé m'a retourné l'estomac. Au-delà des paiements mensuels réguliers, il y avait d'innombrables extras que j'avais oubliés. Les soins dentaires d'urgence pour mon père qui avaient coûté 4 200 €. La réparation du toit de leur maison qui m'avait coûté 11 000 €. Le prêt de 7 500 € à Miranda pour couvrir les dépenses de l'entreprise de Quentin, qui n'a jamais été remboursé car il est devenu un cadeau quand je n'ai pas insisté. Les cadeaux de Noël chaque année qui coûtaient des centaines d'euros par personne parce que ma mère avait des exigences spécifiques. Les factures des dîners de famille que j'avais payées des dizaines de fois parce que mon père faisait semblant de chercher son portefeuille pendant que tout le monde attendait que je dise « c'est pour moi ». Les billets d'avion que j'achetais pour que mes parents rendent visite à la famille de Miranda, mais jamais à la mienne. Les fêtes d'anniversaire de Bryce et Chloé où j'avais contribué à des locations de châteaux gonflables et des repas de traiteurs. Le total s'élevait à plus de 345 000 € sur 4 ans. Plus d'un tiers de million d'euros que j'avais donné à des gens qui venaient de traumatiser mon enfant. Je me suis adossée à ma chaise, le chiffre brillant sur l'écran de mon ordinateur. C'était un apport pour une maison. C'était les études universitaires complètes de Lily, déjà financées. C'était de l'argent pour une retraite anticipée. C'était une sécurité financière que j'avais échangée contre le privilège d'être traité comme un distributeur de billets ambulant par ma propre famille. David est entré dans le bureau vers 23 h et m'a trouvé en train de fixer le tableur. Il a regardé par-dessus mon épaule et a laissé échapper un sifflement. Mon Dieu, je savais que c'était beaucoup, mais... J'ai été une idiote, ai-je dit doucement. Non. Il a tourné ma chaise pour me faire face. Tu as été généreuse avec des gens qui ne le méritaient pas. Ce n'est pas la même chose. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je revoyais sans cesse le visage de Lily sous la pluie. J'entendais les mots de ma mère. Rentre à pied comme un chien errant. La cruauté de la chose me brûlait par vagues. C'étaient les gens pour qui je m'étais sacrifiée.
C'étaient les gens pour qui j'avais fait des heures supplémentaires, manqué des événements scolaires de Lily, me suis rendu malade de stress. Le lendemain matin, j'ai emmené Lily à son restaurant préféré pour le petit déjeuner. Elle a commandé des pancakes aux pépites de chocolat et semblait plus elle-même, bavardant à propos du nouveau chiot de son ami Madison. La voir sourire, la voir se comporter comme une enfant normale de 6 ans au lieu d'une enfant traumatisée, a renforcé chaque décision que j'avais prise la veille. « Maman », a dit Lily alors que nous marchions vers la voiture après le petit déjeuner. « Est-ce que mamie et papy sont en colère contre nous ?» Je me suis accroupie à sa hauteur sur le parking. « Ils ont fait un mauvais choix, ma chérie. Parfois, quand les adultes font de mauvais choix, il y a des conséquences. Mais tu n'as rien fait de mal. Rien de tout cela n'est de ta faute. Mais ils m'ont laissé sous la pluie. Je sais. Et c'est pourquoi nous ne les verrons pas pendant un certain temps. Peut-être même plus jamais. Mais c'est pour te protéger, d'accord ? Mon travail, c'est de te protéger. » Elle m'a serré fort. « Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon bébé, tellement. » Ensuite, j'ai envoyé un SMS groupé à mes parents et à ma sœur. « Après ce que vous avez fait à Lily aujourd'hui, tous les paiements que je faisais s'arrêtent immédiatement. Vous êtes livrés à vous-même. Ne me contactez plus, ni moi ni ma fille. » J'ai éteint mon téléphone après ça. Lily avait besoin de moi et je n'allais pas laisser leur crise inévitable perturber le réconfort de mon enfant. Le lendemain matin, j'avais 63 appels manqués et plus de 100 SMS. Je les ai parcourus en buvant mon café, Lily dormant encore à l'étage. Les messages de ma mère ont commencé par des excuses. « Ma chérie, il y a eu un malentendu. Nous ne voulions pas contrarier Lily. C'était juste une confusion sur qui montait où. » En moins d'une heure, le ton a changé. « Tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça. Nous sommes tes parents. Nous avons des factures à payer. » Le soir, les messages sont devenus désespérés. Le paiement de l'hypothèque a été rejeté. La banque appelle. Tu dois régler ça tout de suite. Les SMS de mon père ont suivi une trajectoire similaire, passant du dédain à la panique. Ta mère a réagi de manière excessive. Tu es trop théâtral. Remets les paiements en place et nous en parlerons comme des adultes. Puis, c'est de la violence financière. Tu ne peux pas faire ça à tes propres parents. Les messages de Miranda étaient les plus divertissants. Tu es une telle garce rancunière. Les frais de scolarité de mes enfants sont dus et l'école menace de les désinscrire. Comment peux-tu punir des enfants innocents ? Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai bloqué leur numéro et je suis allé travailler. Le travail est devenu mon sanctuaire pendant ces premières semaines. Mes collègues chez Brighton Consulting savaient que quelque chose se passait, mais respectaient suffisamment ma vie privée pour ne pas se mêler de mes affaires. Ma patronne, Karen, m'a prise à part un matin après que j'avais clairement pleuré dans les toilettes. « Urgence familiale ?» a-t-elle demandé doucement. « Implosion familiale », ai-je corrigé. « Mais je gère. Prends tout le temps dont tu as besoin. Tes projets sont solides. On te soutient. » Ce soutien signifiait tout. Je me suis jetée dans le travail avec une concentration renouvelée. Sans le stress constant de gérer les crises financières de mes parents et de ma sœur, j'ai découvert que je pouvais réellement me concentrer. La présentation avec laquelle je luttais depuis des semaines s'est mise en place en 2 jours. La proposition client que je redoutais s'est avérée brillante. C'était comme si j'avais porté un sac à dos plein de pierres pendant des années et que je l'avais enfin posé. Je n'avais pas réalisé à quel point l'énergie mentale que je dépensais pour être leur filet de sécurité était énorme. À la maison, David a pris les choses en main d'une manière qui m'a fait retomber amoureuse de lui. Il s'est entièrement occupé du rituel du coucher de Lily, me donnant le temps de décompresser. Il s'est occupé de la cuisine sans qu'on le lui demande. Il a filtré tous les appels sur notre ligne fixe et a géré quelques parents qui se sont présentés à notre porte. Un soir, sa mère, Diane, a appelé. Elle avait entendu parler de la situation par des on-dit familiaux. Je me suis préparée à être jugée. Tu as bien fait, a dit Diane à la place. Je les ai vus te traiter comme une citoyenne de seconde zone pendant des années.
Ce qu'ils ont fait à Lily est impardonnable. Protège ce bébé. J'ai réellement pleuré en entendant ces mots. Diane avait toujours été gentille avec moi, mais ce niveau de soutien sans équivoque m'a semblé être une bouée de sauvetage. Merci, ai-je réussi à dire. Tous les autres me font passer pour la méchante. Tous les autres n'étaient pas là quand Lily pleurait sous la pluie, a dit fermement Diane. Quiconque pense que tu as tort ne comprend pas ce que signifie être une mère. Tu as fait exactement ce que tu devais faire. Cette validation m'a aidé plus que je ne pouvais l'exprimer. Toute la famille de David s'est ralliée autour de nous. Sa sœur a apporté des repas. Son père a proposé d'installer une caméra de sécurité chez nous au cas où ma famille tenterait quelque chose. Ils ont créé un cercle protecteur autour de nous dont je n'avais pas réalisé que nous avions besoin. Pendant ce temps, les retombées pour mes parents et Miranda se sont intensifiées. La meilleure amie de ma mère, Ruth, m'a appelé pour tenter une médiation. Ta mère est anéantie, a dit Ruth. Elle mange à peine. Elle fait des crises de panique à l'idée de perdre la maison. Elle aurait dû y penser avant d'abandonner ma fille sous un orage, ai-je répondu calmement. Mais tu peux sûrement comprendre qu'elle a fait une erreur. Elle est désolée. A-t-elle dit qu'elle était désolée? A-t-elle appelé pour s'excuser spécifiquement pour ce qu'elle a fait à Lily, sans mentionner l'argent? Ruth est restée silencieuse un moment. Eh bien, elle a exprimé que les choses avaient dérapé. Ce n'est pas une excuse. C'est une justification. Tant qu'elle ne pourra pas reconnaître qu'elle a traumatisé une enfant de 6 ans et assumer la responsabilité de ce choix, je n'ai rien à lui dire. Tu es très rigide à ce sujet. Je suis une mère. Peut-être que si plus de gens dans ma famille comprenaient ce concept, nous n'en serions pas là. Je lui ai raccroché au nez. Ruth avait toujours été l'une des complices de ma mère, excusant son comportement et aplanissant les conflits. J'en avais fini avec les complices. La pression financière sur mes parents devait être immense. Dans les 3 semaines qui ont suivi ma décision, ils ont essayé de refinancer leur maison. La demande a été rejetée en raison du revenu limité de mon père et de son mauvais historique de crédit. La société de prêt a commencé à envoyer des avis de non-paiement. Je savais tout cela parce que ma mère, dans un moment de désespoir, m'a envoyé des copies des avis avec une note manuscrite. S'il te plaît, ne nous laisse pas devenir sans abri pour une seule erreur. Une seule erreur. C'est ainsi qu'elle qualifiait le fait d'avoir laissé ma fille sous un orage. Une seule erreur. J'ai scanné les documents et les ai envoyés à Richard, mon avocat. Peut-elle utiliser ça légalement? Elle tente de créer une trace écrite de détresse financière, espérant probablement monter un dossier sur ton obligation de les aider, a dit Richard. Ça ne marchera pas. Garde tout ce qu'elle envoie, mais ne réponds pas, mon père a essayé une autre approche. Il s'est présenté à mon bureau un vendredi après-midi, attendant dans le parking près de ma voiture. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie et j'ai envisagé d'appeler la sécurité, mais quelque chose m'a poussé à m'approcher. C'est du harcèlement, ai-je dit, m'arrêtant à 3 mètres de lui. C'est du désespoir, a-t-il répliqué. Son visage était émacié, ses vêtements légèrement froissés. Ta mère est sous antidépresseur maintenant. Le stress la tue. Le stress de perdre son gagne-pain, tu veux dire? Il a tressailli. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de ce qui est juste? Est-il juste que je travaillais 60 heures par semaine pour vous soutenir pendant que vous me traitiez comme une obligation? Est-il juste que Miranda ait eu des vacances en famille, des fêtes d'anniversaire et une attention constante pendant qu'on me demandait de l'argent? Est-il juste que ma fille se tenait sous la pluie, suppliant sa grand-mère de l'aider, et qu'on lui ait dit de rentrer à pied comme un chien errant? Nous nous sommes excusés. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous avez paniqué à propos de l'argent et essayé de me culpabiliser pour que je reprenne les paiements. Vous avez envoyé des avocats, des parents et des lettres dramatiques, mais pas une seule fois quelqu'un dans cette famille ne s'est réellement excusé d'avoir fait du mal à Lily. Pas une seule fois quelqu'un n'a reconnu que ce que vous aviez fait était cruel et inexcusable. Tout a tourné autour de ce dont vous aviez besoin, de ce que vous perdiez, de la façon dont je suis la méchante pour avoir fixé des limites. Les épaules de mon père se sont affaissées. Pendant un instant, il a semblé véritablement vaincu,
Et j'ai ressenti une lueur de quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. Mais ensuite, il a repris la parole. Et tout ce que nous avons fait pour toi en grandissant? Ne méritons-nous pas un peu de gratitude? Et juste comme ça, la sympathie s'est évaporée. Tu veux parler des exigences de base pour être parent? Nourriture, logement, vêtements. Ce n'est pas quelque chose pour lequel je vous dois un remboursement. C'est littéralement ce à quoi vous vous engagez quand vous avez des enfants. Je ne vous dois pas mon revenu d'adulte parce que vous avez réussi à me maintenir en vie jusqu'à 18 ans. Nous t'avons donné plus que les bases. Vous avez donné à Miranda plus que les bases. Vous m'avez donné les bases et une vie entière à me sentir pas assez bien. Mais bien sûr, faisons comme si vous étiez les parents de l'année. Même si c'était le cas, cela ne vous donne toujours pas le droit de maltraiter mon enfant. Nous ne l'avons pas maltraité. Vous avez dit à une enfant de 6 ans de rentrer seule à la maison sous un orage. Vous l'avez regardée dans les yeux pendant qu'elle suppliait de l'aide et vous êtes parti. Comment appelez-vous ça? Il n'avait pas de réponse. Il se tenait là, dans le parking, un vieil homme à court d'arguments. Finalement, il a dit, tu vas le regretter. La famille, c'est tout. La famille, ce sont les gens qui sont là pour vous. La famille, ce sont les gens qui protègent vos enfants. Vous avez échoué sur les 2 plans. Maintenant, éloignez-vous de ma voiture avant que j'appelle la sécurité. Il est parti, mais la rencontre m'a secoué plus que je ne voulais l'admettre. Le voir si abattu a déclenché de vieux schémas de culpabilité. Pendant un instant, j'ai tout remis en question. Ce soir-là, David m'a trouvé en train de pleurer dans la salle de bain. Des doutes? De la culpabilité? Je l'admets. Toutes ces années à être conditionné à les faire passer en premier. Ça ne disparaît pas comme ça. Regarde-moi. Il a attendu que je croise son regard. Tu n'es pas responsable de la situation financière de tes parents. Tu n'es pas obligé de t'immoler par le feu pour les garder au chaud. Et tu n'es absolument pas tenu de maintenir des relations avec des gens qui ont fait du mal à notre fille. La culpabilité que tu ressens n'est pas rationnelle. C'est du conditionnement. Je le sais, logiquement. Alors fais confiance à la logique. Tes émotions finiront par rattraper le coup, mais en attendant, fais confiance au fait que tu as pris la bonne décision. Il avait raison. Bien sûr, la culpabilité était une réponse conditionnée. Des décennies à m'entendre dire que mon but était de m'occuper de tout le monde. Briser ce conditionnement, c'était comme casser des os mal ressoudés, nécessaires, mais atroces. La situation avec Miranda s'est encore détériorée. Lorsque l'école privée a renvoyé Bryce et Chloé pour non-paiement, Miranda a publié une longue diatribe sur Facebook, m'accusant de ruiner l'éducation de ses enfants. Elle n'a pas mentionné la partie où j'avais payé leurs frais de scolarité pendant 2 ans de ma propre poche. Elle s'est présentée comme la victime de sa sœur cruelle et vengeresse. La semaine suivante, ma mère s'est présentée à mon bureau. La sécurité a appelé mon poste pour m'informer que j'avais une visiteuse dans le hall. Je leur ai dit que je n'étais pas disponible et de lui demander de partir. Apparemment, elle a refusé, faisant une scène jusqu'à ce que la sécurité du bâtiment menace d'appeler la police. Elle est partie, mais pas avant de crier assez fort pour que tout le hall l'entende que j'étais une fille ingrate qui avait abandonné sa famille. Mon assistante m'a apporté un café après, avec des yeux compatissants. Des histoires de famille? Plus maintenant, ai-je dit. La campagne de pression s'est intensifiée. Ma tante Sylvia a appelé, essayant de servir de médiatrice. Tes parents ont fait une erreur, mais tu es cruelle. Ils vont perdre leur maison. Ils auraient dû y penser avant de traiter ma fille comme un déchet, ai-je répondu. Ils ont fait leur choix. Je fais le mien. Mais ils sont âgés. Ils ont besoin d'aide. Alors Miranda peut les aider. C'est la favorite, de toute façon. Sylvia a essayé de me culpabiliser davantage, parlant d'obligations familiales et de pardon. J'ai mis fin à l'appel. Elle avait toujours été complice du comportement de mes parents, trouvant des excuses pour expliquer pourquoi Miranda méritait plus d'attention et de ressources. J'en avais fini avec toute cette dynamique. Miranda a essayé une autre approche. Elle a envoyé Quentin chez moi un soir.
David a ouvert la porte et s'est occupé de lui pendant que je restais à l'étage avec Lily. J'ai entendu des voix s'élever. J'ai entendu David lui dire de partir et de ne pas revenir. Quand mon mari est monté, sa mâchoire était crispée. Il a eu le culot de te menacer, a dit David. Il a dit que tu ruinais leur vie et que tu le regretterais. Tu l'as envoyé se faire voir? En des termes un peu plus éloquents, oui. 2 semaines après que je leur ai coupé les vivres, les enfants de Miranda ont été retirés de leur école privée. Ma mère a publié des mises à jour dramatiques sur les réseaux sociaux sur le fait qu'ils pourraient perdre leur maison à cause de la cruauté de leur fille ingrate. Plusieurs parents m'ont contacté pour me réprimander. Je les ai tous bloqués. 1 mois plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat engagé par mes parents. La lettre affirmait que j'avais fait des promesses verbales de les soutenir financièrement et qu'ils s'étaient fiés à ce soutien à leur détriment. L'avocat menaçait d'une action en justice si je ne reprenais pas les paiements. J'ai ri et j'ai transféré la lettre à mon propre avocat, Richard Chen. Il m'a appelé dans l'heure. C'est absurde, a dit Richard. Les dons ne sont pas des contrats. À moins que vous n'ayez signé quelque chose promettant un soutien continu, ils n'ont aucune base légale. Voulez-vous que je réponde? S'il vous plaît. Et faites bien comprendre que tout contact ultérieur sera considéré comme du harcèlement. Richard a envoyé une lettre qui les a apparemment dissuadés de la voie légale. L'avocat ne m'a plus jamais contacté. Mais mes parents n'ont pas abandonné. Ils ont essayé d'utiliser Lily comme levier. Ma mère a envoyé une carte adressée à Lily avec un mot à l'intérieur. Mamie s'ennuie tellement de toi. Ta maman nous sépare, mais je t'aime très fort. Je l'ai jeté à la poubelle. Lorsqu'un colis est arrivé quelques jours plus tard, clairement de mes parents vu l'adresse de l'expéditeur, j'ai refusé la livraison et l'ai renvoyé. Miranda s'est présentée à l'école de Lily un après-midi. Elle a essayé d'approcher Lily à la sortie, mais j'avais déjà prévenu l'école de ma situation familiale. Une enseignante a intercepté Miranda et l'a informée qu'elle n'était pas sur la liste des personnes autorisées à récupérer Lily et qu'elle devait quitter les lieux. Miranda a fait une crise, ce qui a conduit l'école à émettre un avertissement formel d'intrusion. Le directeur, le docteur Martinez, m'a appelé ce soir-là pour m'informer de l'incident. Votre sœur a été assez agressive avec notre personnel. Elle prétendait avoir le droit de voir sa nièce. Lorsque nous avons expliqué nos politiques, elle est devenue verbalement abusive. Nous avons tout documenté et l'avons bannie du campus. Je suis vraiment désolée que vous ayez eu à gérer ça, ai-je dit. Ne vous excusez pas, protéger nos élèves est notre priorité. Je voulais juste que vous sachiez que nous prenons cela au sérieux. Si elle se présente à nouveau, nous contacterons immédiatement la police. Savoir que l'école protégeait Lily m'a apporté une certaine tranquillité d'esprit, mais cela m'a aussi montré jusqu'où ma famille était prête à aller. Miranda n'essayait pas de voir Lily par amour ou par inquiétude. Elle essayait de créer une situation où je serais obligée d'interagir avec elle, où elle pourrait plaider sa cause pour que je reprenne les versements d'argent. Tout ce qu'ils faisaient revenait à l'argent. Pas une seule de leurs actions ne démontrait un remords sincère ou une préoccupation pour le bien-être de Lily. Tout n'était que stratégie, manipulation, tentative de trouver des points de pression qu'ils pourraient exploiter. J'ai commencé à tout documenter. Chaque message, chaque rencontre, chaque tentative de contact allait dans un dossier que Richard tenait à jour. Il m'avait conseillé très tôt que si cela dégénérait en action en justice ou s'il tentait quelque chose de plus agressif, avoir des preuves serait crucial. Les gens comme ça ont souvent une escalade avant d'accepter la réalité, m'avait prévenu Richard. Ils sont habitués à ce que vous cédiez. Quand vous tenez bon, ils deviennent parfois désespérés. Ces paroles se sont avérées prophétiques. Environ 6 semaines après que je leur ai coupé les vivres, quelqu'un a crevé 2 de mes pneus alors que ma voiture était garée au travail. Les images de sécurité étaient trop floues pour identifier le coupable, mais le timing semblait suspect. Richard m'a conseillé de déposer une plainte, ce que j'ai fait, en mentionnant ma situation familiale à l'officier enquêteur. Même si nous ne pouvons pas le prouver, l'avoir enregistré établit un schéma si d'autres incidents se produisent, a-t-elle expliqué. David voulait installer des caméras à la maison, engager un service de sécurité, prendre des mesures de protection agressive.
Je l'ai convaincu d'attendre pour voir si c'était vraiment ma famille ou juste du vandalisme aléatoire. Mais j'ai accepté les caméras. Mieux vaut prévenir que guérir. Les caméras ont filmé ma mère passant en voiture devant notre maison 3 fois un samedi matin. Juste des passages lents, sans s'arrêter, mais clairement de la surveillance. David voulait la confronter. Je l'ai arrêtée. C'est ce qu'elle veut. Elle veut un engagement, un conflit, tout ce qui crée une ouverture pour la manipulation. Nous ne lui donnerons pas ça. Alors on la laisse nous espionner? On le documente. Si ça dégénère, on demande une ordonnance restrictive, mais on ne réagit pas. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Regarder la voiture de ma mère passer devant ma maison, sachant qu'elle essayait de trouver un moyen de revenir dans ma vie. La partie rationnelle de moi savait qu'elle ne voulait pas revenir par amour. Elle voulait revenir parce que j'étais la poule aux œufs d'or qui avait arrêté de pondre. Mais la partie irrationnelle, la petite fille qui avait passé son enfance à essayer de gagner l'approbation de sa mère, avait mal en regardant cette voiture s'éloigner. Lily demandait de moins en moins de nouvelles de ses grands-parents au fil des semaines et des mois. Les enfants ont une résilience que les adultes oublient. Elle avait déjà perçu le favoritisme. La façon dont Bryce et Chloé recevaient de meilleurs cadeaux et plus d'attention. Retirer cette dynamique toxique de sa vie l'a laissé s'épanouir d'une manière que je n'avais pas anticipée. Son enseignante a mentionné lors des réunions parents-professeurs que Lily semblait plus confiante, plus disposée à prendre des risques en classe. Quels que soient les changements que vous avez faits à la maison, ils fonctionnent, a dit Madame Palmer. Elle est vraiment en train de s'affirmer. Je n'ai pas mentionné que le changement consistait à retirer ses grands-parents de sa vie. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être expliquées. Par des amis d'amis, j'ai eu des nouvelles de la situation de ma famille. Mes parents avaient mis leur maison en vente, mais ne trouvaient pas d'acheteurs au prix dont ils avaient besoin. Le marché avait changé, et leur maison nécessitait des rénovations qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ils étaient piégés dans une propriété qu'ils ne pouvaient pas payer mais ne pouvaient pas vendre. La relation de Miranda et Quentin se détériorait publiquement. Elle l'aurait apparemment blâmé pour la perte de mon soutien financier, affirmant que s'il avait été un meilleur pourvoyeur, elle n'aurait pas eu besoin de l'aide de sa sœur. Il a souligné que c'était elle qui avait choisi d'être cruelle envers un enfant et de déclencher la rupture. Leur dispute était si bruyante que les voisins se plaignaient. En entendant ces nouvelles, je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni pitié, ni revanche. Juste une conscience lointaine que les conséquences se déroulaient exactement comme elles le devaient. Ma propre vie s'est considérablement améliorée. Sans le fardeau constant de soutenir mes parents et ma sœur, David et moi avons remboursé toutes nos dettes de carte de crédit. Nous avons commencé à faire de réels progrès sur notre modeste prêt immobilier. L'espace de respiration financier était incroyable. Plus que ça, l'espace de respiration émotionnelle a tout changé. Je n'avais pas réalisé combien d'énergie je dépensais à gérer leurs attentes, à répondre à leurs demandes, à jongler avec leurs urgences. Sans ce stress de fond constant, je dormais mieux, je me sentais plus présente avec Lily, je profitais réellement de ma vie. Tu as l'air différente, a commenté ma collègue Jennifer un jour au déjeuner. Plus légère, en quelque sorte. J'ai coupé les ponts avec des personnes toxiques, ai-je dit simplement. Il s'avère que ça fait une différence. De la famille? De l'ex-famille. Elle a hoché la tête, comprenant. J'ai fait ça avec mon frère il y a 3 ans. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Les gens pensent que les liens du sang vous obligent à donner des chances illimitées. Mais certaines personnes épuisent toutes leurs chances, et même plus. Entendre les histoires d'autres personnes m'a aidé. Découvrir que je n'étais pas seule à prendre des décisions difficiles concernant la famille. Il y avait toute une communauté de gens qui avaient fixé des limites avec des parents et avaient survécu, voire prospéré. Je n'étais pas un monstre. J'étais une mère protégeant son enfant. Pendant tout ce temps, Lily a lentement guéri. Les cauchemars où elle était abandonnée sous la pluie ont cessé après quelques semaines. Elle a arrêté de demander quand elle reverrait ses grands-parents. Elle semblait plus légère, comme si un poids que je n'avais pas réalisé qu'elle portait s'était levé. 3 mois après que j'ai coupé les paiements, la maison de mes parents a été saisie.
Ma mère m'a envoyé un dernier SMS d'un numéro que je n'avais pas encore bloqué. J'espère que tu es heureuse. Nous perdons tout à cause de toi. J'ai répondu une seule fois, vous avez tout perdu au moment où vous avez abandonné votre petite fille sous un orage. La maison n'est qu'une conséquence. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Miranda et Quentin ont déménagé dans une plus petite maison de location de l'autre côté de la ville. Elle a dû trouver un travail pour la première fois depuis des années, travaillant dans le commerce de détail dans une boutique locale. Les publications sur les réseaux sociaux sur sa vie fabuleuse ont cessé. Tout comme les photos de dîners coûteux et de sacs à main de créateurs. Mes parents ont fini par emménager dans un petit appartement dans un quartier moins désirable de la ville. L'adhésion au country club a évidemment pris fin. Les amis de tennis de ma mère ont cessé d'appeler. Ils sont passés à un seul véhicule, une berline d'occasion qui a remplacé le SUV pour lequel je payais. J'ai regardé tout cela se produire sans aucun regret. Les gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire me jugeaient sévèrement. Quelques collègues au travail ont entendu des rumeurs et m'ont jeté des regards désapprobateurs. L'un d'eux a même eu l'audace de dire lors d'un déjeuner d'entreprise que la famille devrait passer avant tout, quoi qu'il arrive. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, ai-je dit doucement. Et vous devriez vous occuper de vos affaires. David m'a soutenu complètement. Il avait été témoin des années de favoritisme de mes parents et du comportement de privilégié de Miranda. Il m'avait vu vider mes économies et faire des heures supplémentaires pour soutenir des gens qui reconnaissaient à peine mon existence, sauf quand ils avaient besoin d'argent. Tu leur as tout donné, a-t-il dit un soir alors que nous étions assis sur le porche, Lily endormie à l'intérieur. Ton temps, ton argent, ton énergie, et ils te l'ont rendu en étant cruel envers notre fille. Tu as pris la bonne décision. L'impact financier sur moi a été significatif. Je ne prétendrai pas le contraire. 85 000 € par an représentaient une part substantielle de mon revenu. Mais sans cette ponction, j'ai commencé à reconstituer mes économies. J'ai ouvert un fonds d'études pour Lily qui était réellement alimenté au lieu d'être perpétuellement reporté. David et moi avons commencé à planifier la rénovation de la cuisine que nous avions repoussée pendant des années. La vie s'est améliorée sans eux. 6 mois après que tout a implosé, j'ai croisé mon père dans une épicerie. Il avait l'air plus vieux, plus usé. Son chariot contenait des marques de distributeurs et de la viande en promotion. Il m'a vu avant que je ne puisse tourner dans une autre allée. S'il te plaît, a-t-il dit, s'approchant de moi les mains en l'air comme si j'étais un animal sauvage. Pouvons-nous juste parler? Il n'y a rien à dire. Ta mère a des difficultés. L'appartement est dans un quartier difficile. Elle a peur tout le temps. Alors Miranda peut l'accueillir. Miranda a à peine de la place pour sa propre famille. Ils ont aussi des difficultés. Cela ressemble à une série de choix que vous avez tous faits, ai-je dit, commençant à pousser mon chariot pour le dépasser. Il m'a attrapé le bras. J'ai fixé sa main jusqu'à ce qu'il me lâche. Nous sommes tes parents, a-t-il dit, la voix légèrement brisée. Tu ne peux pas simplement nous jeter. Quelque chose en moi a craqué. Toutes les années à être la seconde, à les regarder choyer Miranda tout en me traitant comme une obligation, à donner tout ce que j'avais pour qu'il fasse du mal à mon enfant, tout est remonté à la surface. Vous avez rejeté Lily, ai-je dit, la voix basse et dure. Une enfant de 6 ans qui vous aimait. Vous l'avez laissée sous un orage et lui avez dit de rentrer à pied comme un chien errant. Vous avez traumatisé votre propre petite fille parce que vous n'avez pas pris la peine de faire de la place dans une voiture qui peut contenir cette personne. Alors n'ose même pas me parler de rejeter la famille. C'était une erreur. Ta mère était contrariée par quelque chose que Miranda avait dit. Nous ne réfléchissions pas clairement. Vous avez eu le temps de réfléchir. Lily vous a supplié. Elle vous a imploré pendant que la pluie trempait ses vêtements. Et vous êtes parti. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Son visage s'est décomposé. Qu'est-ce que tu attends de nous? Nous nous sommes excusés. Nous avons essayé de réparer les choses. Vous avez essayé de récupérer votre argent, ai-je corrigé. Chaque message, chaque appel, chaque lettre concernait les paiements que j'avais arrêtés. Aucun d'entre vous ne s'est sincèrement excusé pour ce que vous avez fait à Lily.
Miranda ne l'a certainement pas fait. Elle a envoyé une carte en essayant de me faire passer pour la méchante. Nous sommes désespérés. Tu ne comprends donc pas? Je comprends que les conséquences existent. Je comprends que vous m'avez montré exactement à quel point ma fille comptait pour vous, c'est-à-dire pas du tout comparé à Miranda et ses enfants. Je comprends que vous avez pris mon soutien financier pour acquis tout en me traitant comme un membre de la famille de seconde zone. Et je comprends que j'en ai fini. Je me suis éloignée de lui. Il a appelé après moi, mais je ne me suis pas retournée. Ce soir-là, j'ai raconté la rencontre à David. Tu penses que je suis trop dure? Ai-je demandé. Il m'a serré contre lui. Je pense que tu protèges notre fille et que tu refuses de cautionner des gens qui lui ont fait du mal. Ce n'est pas être dur. C'est être une bonne mère. 1 an après que tout s'est produit, ma vie s'était installée dans une nouvelle normalité. Lily s'épanouissait sans la dynamique confuse de grands-parents qui favorisait clairement ses cousins. Elle se faisait des amis à l'école, excellait dans ses cours et n'avait plus d'anxiété à propos de réunions de famille qui ne se matérialisaient jamais. David a obtenu une promotion accompagnée d'une augmentation substantielle. Combiné à l'argent que je n'envoyais plus à mes parents et à ma sœur, nous étions enfin à l'aise financièrement pour la première fois de notre mariage. Nous avons emmené Lily à Disney World, juste nous 3, et la joie sur son visage sur chaque photo me rappelait pourquoi j'avais fait les choix que j'ai faits. Le voyage à Disney était magique d'une manière qui transcendait le parc lui-même. Regarder Lily rencontrer ses personnages préférés, voir son visage s'illuminer devant les feux d'artifice, lui tenir la main alors que nous traversions le château, ces moments semblaient purs d'une manière que les moments en famille n'avaient pas été depuis des années. Il n'y avait pas de sous-entendu de favoritisme, pas de comparaison avec ses cousins, pas le sentiment qu'elle méritait moins de joie et d'attention. Lors de notre dernière nuit là-bas, alors que Lily dormait entre nous dans la chambre d'hôtel, David s'est tourné vers moi. On aurait dû faire ça il y a des années. On ne pouvait pas se le permettre il y a des années. On ne pouvait pas se le permettre parce que tu finançais la retraite de tes parents et le style de vie de ta sœur, a-t-il corrigé doucement. Voilà à quoi ressemble la vie quand on investit dans sa vraie famille au lieu de gens qui vous prennent pour acquis. Il avait raison. Ce voyage a coûté moins de 2 mois de ce que j'envoyais à mes parents. 2 mois de soutien qu'ils croyaient apparemment être leur droit plutôt que mon choix. Le ressentiment que je pensais avoir dépassé a brièvement refait surface avant de se calmer. J'avais fait la paix avec mes choix. La plupart du temps, je ne pensais plus du tout à eux. Quand nous sommes rentrés de vacances, une lettre nous attendait, non pas livrée par la poste, mais glissée dans notre moustiquaire. L'écriture de ma mère sur l'enveloppe m'a noué l'estomac. David voulait la jeter sans l'ouvrir. Je l'ai convaincu de me laisser la lire d'abord pour savoir à quoi nous avions affaire. La lettre faisait 6 pages. Manuscrite sur du papier à lettres fleuries. L'écriture de ma mère, autrefois si précise, semblait tremblante par endroits. Elle écrivait sur son enfance, sa propre relation difficile avec ses parents, ses difficultés en tant que jeune mère. Elle parlait de la pression qu'elle avait ressentie pour favoriser Miranda, la fille cadette qui semblait plus fragile, plus en besoin de protection. Elle a admis qu'elle m'avait considérée comme acquise, supposant que j'étais assez forte pour ne pas avoir besoin du même niveau d'attention et de soutien. Elle a reconnu que cela avait été injuste et avait créé une dynamique où Miranda s'attendait à être choyée tandis que j'étais censée être la gardienne. Puis elle en est venue à l'incident avec Lily. Elle a affirmé qu'elle passait une journée particulièrement mauvaise, que Miranda s'était plainte de moi pendant le trajet jusqu'à l'école, empoisonnant ses pensées. Elle a dit qu'elle ne réfléchissait pas clairement quand elle a dit à Lily de rentrer à pied, que les mots étaient sortis avant qu'elle ne puisse les retenir. Je vois maintenant à quel point c'était cruel, a-t-elle écrit. Je vois comment j'ai blessé ma petite fille. Je vois comment j'ai échoué avec vous deux. Je ne te demande pas de me pardonner ou de reprendre notre aide financière. Je veux juste que tu saches que je comprends que ce que j'ai fait était mal. Je suis désolée. J'ai lu la lettre 3 fois, cherchant le piège. Cherchant la manipulation, la demande d'argent déguisée en remords. Mais il n'y en avait pas. La lettre se terminait par « Je t'aime et je suis désolée ». C'est tout ce que je voulais dire. J'ai posé la lettre sur le comptoir de la cuisine et l'ai fixée longuement. David est venu derrière moi,
lisant par-dessus mon épaule. Qu'en penses-tu? A-t-il demandé. Je pense que c'est probablement sincère. Je pense aussi que c'est trop tard. Mérite-t-elle une réponse? C'était la question, n'est-ce pas? Un remords sincère, même tardif, méritait-il d'être reconnu? La croissance apparente de ma mère méritait-elle d'être créditée, même si elle n'était venue qu'après avoir fait face aux conséquences? J'y ai réfléchi pendant des jours. La lettre est restée sur le comptoir, impossible à ignorer. Lily a demandé ce que c'était. Je lui ai dit que c'était quelque chose de mamie, mais qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Elle a hoché la tête et est retournée à ses devoirs, imperturbable. Cette réaction m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Lily était passée à autre chose. Elle n'était pas là à regretter ses grands-parents ou à espérer une réconciliation. Elle était heureuse, en sécurité, s'épanouissant dans un environnement où elle savait qu'elle était aimée et valorisée. Ouvrir à nouveau la porte à ma mère, même juste pour une conversation, déstabiliserait cette sécurité. Cela réintroduirait l'incertitude et l'anxiété dans la vie de ma fille. Et pourquoi? Pour que ma mère se sente absoute? Pour que je me sente généreuse et clémente? Non. La paix de Lily valait plus que le réconfort de ma mère. Je n'ai pas répondu à la lettre. Je l'ai classée dans le dossier que Richard tenait à jour au cas où elle deviendrait pertinente plus tard, mais je ne l'ai pas reconnue, je n'ai pas interagi avec elle. Je n'ai pas donné à ma mère la clôture qu'elle cherchait. Richard m'a appelé quelques semaines après l'arrivée de la lettre. La maison de tes parents a été vendue aux enchères. Ils ont obtenu environ 60% de ce qu'ils devaient. Comment sais-tu ça? Registre public. Je surveillais la situation au cas où ils tenteraient quelque chose de légal. Ils sont officiellement hors de la maison à partir de la semaine prochaine. Où vont-ils? Est-ce que ça a de l'importance? Il avait raison. Où mes parents finiraient n'était plus mon problème. Ils avaient fait leur choix, et ces choix avaient des conséquences. Je n'étais plus responsable de gérer leurs retombées. Pourtant, je me suis surprise à penser à eux, vivant dans un petit appartement, quittant une maison où ils avaient vécu pendant 20 ans, mon père sans son atelier dans le garage, ma mère sans son jardin. Tout cela avait disparu parce qu'ils avaient choisi d'être inutilement cruels envers un enfant. J'ai appris par ma tante Sylvia, qui essayait toujours de maintenir le contact malgré mes limites, que mes parents avaient déposé le bilan. Le mariage de Miranda et Quentin était apparemment au bord de la rupture à cause du stress financier. Quentin reprochait à Miranda d'avoir perdu le soutien que je leur fournissais. Miranda lui reprochait de ne pas gagner assez. Et toute la situation était apparemment explosive. Je n'ai rien ressenti en entendant ces nouvelles. Ni satisfaction, ni culpabilité, ni tristesse. Juste un vide là où se trouvait autrefois ma famille. Est-ce que ça te dérange? M'a demandé mon amie Jessica lors d'un déjeuner un jour, après que j'ai partagé une version brève de l'histoire. De ne plus avoir tes parents dans ta vie? J'ai réfléchi attentivement à la question. Je pleure ce que je pensais avoir. Je pleure les parents que je méritais mais que je n'ai jamais vraiment eus. Mais laisser partir ce qui existait réellement? Non, ça ne me dérange pas du tout. Parfois, je me demandais si j'avais fait le bon choix. Si j'aurais peut-être dû essayer plus fort de réparer la relation, de trouver un terrain d'entente où nous pourrions coexister. Mais ensuite, je me souvenais du visage de Lily ce jour-là, trempée, grelottante et le cœur brisé, et ma résolution se durcissait à nouveau. Ils avaient eu le choix. Ils auraient pu faire de la place dans cette voiture. Ils auraient pu traiter ma fille avec une décence humaine de base. Ils auraient pu diviser les enfants entre les véhicules ou faire 2 voyages. Ils auraient pu faire littéralement n'importe quoi d'autre que de dire à une enfant de 6 ans de rentrer seule à la maison sous un orage. Au lieu de cela, ils ont choisi la cruauté, et j'ai choisi ma fille. Le dernier contact que j'ai eu avec l'un d'eux est survenu 15 mois après l'incident initial. Miranda a envoyé un email d'une nouvelle adresse que je n'avais pas bloquée. L'objet était « Je suis désolée ». L'email lui-même était long et décousu. Elle admettait d'avoir été jalouse de ma réussite professionnelle et de ma stabilité financière. Elle disait que me voir soutenir tout le monde pendant qu'elle luttait l'avait rendue pleine de ressentiment.
Elle a affirmé que c'était elle qui avait suggéré de laisser Lily derrière ce jour-là, faisant un commentaire à notre mère sur le fait que j'étais trop occupée pour récupérer ma propre fille, alors pourquoi devraient-ils aider? Elle s'est excusée d'avoir été mesquine et cruelle. Elle a dit que son mariage se terminait, que ses enfants avaient des difficultés dans leur nouvelle école, et qu'elle avait finalement réalisé à quel point elle avait profité de ma générosité. Elle a demandé s'il y avait un moyen de reconstruire notre relation. J'ai lu l'email 3 fois. Une partie de moi voulait la croire. La petite fille en moi qui avait toujours voulu l'approbation de sa sœur cadette s'est réveillée à ces mots. Mais j'avais appris quelque chose au cours de la dernière année. J'avais appris que certaines blessures sont trop profondes pour guérir. J'avais appris que protéger ma fille signifiait plus que maintenir des relations avec des personnes qui avaient prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. J'avais appris que je méritais mieux que de passer ma vie à essayer de gagner l'amour de gens qui l'avaient rendu conditionnel à mon utilité pour eux. Je n'ai pas répondu à l'email. J'ai transféré l'email à mon avocat pour le documenter au cas où Miranda tenterait quelque chose de légal, puis je l'ai supprimé. La vie a continué. Lily est entrée en 2e année. David et moi avons célébré notre 4e anniversaire de mariage. J'ai été promue vice-présidente dans mon entreprise, un poste assorti d'une augmentation de salaire significative et du respect pour lequel je travaillais depuis une décennie. Mes parents et Miranda se sont estompés pour devenir un bruit de fond, des gens que je connaissais autrefois, un chapitre de ma vie qui s'était refermé. Parfois, les gens posaient des questions sur eux, la famille élargie lors d'événements que je ne pouvais pas éviter. Mes réponses restaient brèves et non engagées. Les gens qui comptaient connaissaient la vérité. Tous les autres n'avaient pas besoin de savoir quoi que ce soit. La pluie ne dérange plus Lily. Elle saute dans les flaques d'eau, rit pendant les orages et ne bronche pas quand les nuages sombres arrivent. Elle est résiliente d'une manière que j'espère qu'elle n'aura plus jamais à l'être. Et moi, je dors bien la nuit en sachant que j'ai fait le bon choix. J'ai choisi l'enfant qui avait besoin de protection plutôt que les adultes qui exigeaient un soutien tout en n'offrant que de la douleur en retour. J'ai choisi les limites plutôt que les obligations. J'ai choisi ma vraie famille plutôt que des gens qui ne revendiquaient le titre que lorsqu'ils voulaient quelque chose. Ils sont toujours quelque part, vivant avec les conséquences de leur choix. Et je suis ici, vivant avec une paix qui est venue du fait de m'être enfin mise, moi et ma fille, en premier. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la paix.